4 juin 1940. 330 000 soldats britanniques des Français embarquent à Dunkerque. Derrière eux, des colonnes de fumée noire s'élèvent au-dessus des plages jonchées de véhicules abandonnés. Des chars sans carburant, des canons retournés vers la mer, des caisses de munitions éventrées. Devant eux, la Manche. Et au-delà, une île incertaine. À 30 kilomètres à peine, les divisions blindées allemandes attendent. En 3 semaines, la Wehrmacht a pulvérisé l'équilibre militaire européen. Les Pays-Bas ont capitulé, la Belgique s'est effondrée. L'armée française, réputée la plus puissante du continent, est disloquée. Les panzers ont percé dans les Ardennes, un secteur que les états-majors alliés jugeaient impraticable pour des colonnes mécanisées. Ils ont traversé la Meuse, encerclé des armées entières, atteint la Manche en 10 jours. La guerre de 1914 ne s'est pas répétée. Elle a été annihilée. À Berlin, l'atmosphère est électrique. Les rapports d'état-major parlent d'unités alliées désorganisées, de routes saturées de réfugiés, d'armées entières capturées. Les chiffres donnent le vertige. Des centaines de milliers de prisonniers, des milliers de chars détruits, une aviation ennemie balayée au sol. Les généraux parlent déjà d'une victoire décisive à l'ouest. À Londres, le ton est différent. Le gouvernement vient de changer. Winston Churchill a remplacé Neville Chamberlain le 10 mai. Le nouveau Premier ministre promet du sang, de la sueur et des larmes. Mais au moment où il prononce ces mots, la situation militaire est catastrophique. La British Expeditionary Force, l'ossature professionnelle de l'armée britannique, est acculée à la mer. Elle a perdu la quasi-totalité de son artillerie lourde. Ses véhicules sont abandonnés en France. Si elle est capturée, la Grande-Bretagne perdra non seulement des soldats, mais le cœur même de son armée entraînée. Et pourtant, le 4 juin, l'évacuation est presque terminée. Ce moment est souvent présenté comme le premier tournant possible de la guerre. Un ordre controversé, 3 jours d'arrêt, une pause dans l'offensive allemande, le fameux Halt-Befehl. Pour beaucoup, c'est ici que se joue la première grande question contrefactuelle, Hitler a-t-il laissé échapper la victoire ? Mais avant de répondre, il faut comprendre l'ampleur réelle de la situation. En juin 1940, l'Allemagne semble invincible. Mais elle n'a pas encore gagné la guerre. Elle a remporté une campagne. Ce n'est pas la même chose. La France va tomber. C'est désormais inévitable. Paris sera occupé dans moins de 2 semaines. L'armistice sera signé le 22 juin. L'Europe continentale, de la Norvège aux Pyrénées, passera sous contrôle allemand direct ou indirect. Mais une guerre mondiale ne se résume pas à l'Europe occidentale. La Grande-Bretagne possède encore la Royal Navy, la plus grande flotte du monde. Elle contrôle des voies maritimes vitales. Elle dispose d'un empire global de l'Inde au Canada. Et surtout, elle n'a pas été envahie. Or, pour que l'Allemagne gagne réellement la guerre, il ne suffit pas de vaincre la France. Il faut soit forcer la Grande-Bretagne à capituler, soit la neutraliser stratégiquement. C'est là que la situation devient plus complexe qu'elle n'en a l'air. La Wehrmacht, au moment de Dunkerque, n'est pas une machine infinie. Ses divisions blindées ont avancé sans pause pendant près de 2 semaines. Les taux de panne mécanique dépassent parfois 30%. Les chaînes logistiques s'étirent sur plus de 300 km depuis le Rhin. Les unités d'infanterie suivent à pied. Les panzers ne sont pas des entités autonomes. Ils dépendent du carburant, des munitions, des réparations, des ponts intacts, des routes praticables. L'image d'une armée allemande irrésistible et parfaitement fluide est en partie une construction rétrospective. En réalité, elle avance vite, mais au bord de la rupture logistique. Pendant ce temps, la Royal Navy organise l'opération Dynamo. Destroyers, ferries, navires marchands, bateaux de pêche, embarcations civiles, tout ce qui flotte est mobilisé. La Manche devient un couloir d'évacuation sous bombardement. Même si les panzers avaient atteint immédiatement les plages, ils n'auraient pas pu empêcher des navires en mer d'exfiltrer des soldats. La question n'est donc pas seulement « l'Allemagne pouvait-elle détruire totalement le corps expéditionnaire britannique ?» La vraie question est plus profonde. Même si elle y parvenait, cela aurait-il suffi à contraindre la Grande-Bretagne à sortir de la guerre ? En juin 1940, Hitler est au sommet de sa puissance apparente. Mais son succès contient déjà une contradiction fondamentale. Il a vaincu les armées terrestres du continent, mais il n'a pas détruit la puissance maritime britannique. Or, l'histoire des guerres européennes montre une constante brutale. Aucune puissance continentale ne domine durablement l'Europe sans contrôler la mer. Napoléon l'a appris. Guillaume II l'a appris. Hitler va bientôt l'apprendre.
Ce qui suit n'est pas une question de bravoure ou d'erreur isolée, c'est une question de structure stratégique. En 1940, l'Allemagne paraît proche de la victoire totale. Mais cette impression repose sur une confusion entre triomphe opérationnel et domination stratégique. La distinction entre les deux va déterminer tout le reste de la guerre. L'image est restée gravée. Les panzers allemands à portée de Dunkerque, les Britanniques dos à la mer et soudain, l'ordre d'arrêt. 3 jours. 3 jours durant lesquels l'armée allemande suspend son avance pendant que des centaines de milliers de soldats alliés embarquent vers l'Angleterre. Pour beaucoup, c'est ici que l'Allemagne laisse filer la victoire. Après la guerre, plusieurs généraux allemands affirmeront que la destruction complète du corps expéditionnaire britannique était possible. Heinz Guderian insistera sur la capacité de ces blindés à percer jusqu'aux plages. D'autres pointeront Hitler du doigt, une erreur politique, une hésitation fatale, une ingérence idéologique. Mais les archives et les journaux d'opération racontent une histoire plus nuancée. Le 24 mai 1940, les divisions blindées du groupe d'armée A ont parcouru près de 300 km en 2 semaines. Les unités mécanisées sont épuisées, les transmissions sont saturées, les unités d'infanterie accusent un retard significatif, les rapports de maintenance signalent des taux de panne élevés, notamment sur les Panzers 3 et 4. Les pièces détachées manquent. Les équipages ont dormi à peine quelques heures par nuit. Surtout, les commandants allemands redoutent une contre-attaque française depuis le sud. Les forces alliées ne sont pas totalement détruites. Elles sont désorganisées, mais elles existent encore. Si les panzers s'enfoncent trop profondément vers la côte sans couverture d'infanterie, ils risquent d'être isolés. L'ordre d'arrêt ne sort pas d'un caprice isolé. Il est proposé par le maréchal von Rundstedt, commandant du groupe d'armée A. Hitler l'approuve. L'idée est simple. Laisser l'infanterie consolider les flancs et confier à la Luftwaffe le soin d'achever les forces encerclées. Hermann Göring promet que son aviation peut écraser les troupes alliées sur les plages. C'est un calcul opérationnel, pas un geste de clémence. Mais imaginons que cet ordre n'ait jamais été donné. Imaginons que les panzers avancent immédiatement le 24 mai, qu'ils atteignent Dunkerque en force, qu'ils capturent, disons, 100 000 ou 150 000 soldats supplémentaires. Que se passe-t-il ensuite ? La Royal Navy a déjà commencé l'évacuation. Des destroyers traversent la Manche de nuit, des embarcations civiles rejoignent la côte française. Même sous le feu, une partie significative des troupes aurait pu être sauvée. Les navires en mer ne peuvent pas être arrêtés par des chars. Mais supposons le pire pour Londres. La majorité du BEF est capturée. Cela aurait été un choc immense, une humiliation nationale, une perte militaire grave. Pourtant, cela ne détruit pas la capacité britannique à poursuivre la guerre. Pourquoi ? Parce que la puissance britannique ne repose pas uniquement sur son armée de terre. Elle repose sur 3 piliers, la Royal Navy, la Royal Air Force et l'Empire. La Royal Navy reste intacte, elle domine toujours la Manche, la mer du Nord, l'Atlantique. La RAF dispose encore de centaines d'appareils. L'industrie britannique fonctionne, les lignes maritimes restent ouvertes vers le Canada et les États-Unis. L'armée britannique aurait été affaiblie, certes, mais elle aurait été reconstruite. L'histoire militaire montre que les nations maritimes peuvent survivre à des désastres terrestres. Athènes après Syracuse. La Grande-Bretagne après la perte de l'armée de Yorktown. Une île protégée par une flotte est difficile à contraindre. Il faut aussi considérer un élément politique essentiel. En mai 1940, le gouvernement britannique a déjà débattu d'une possible négociation. Lord Halifax est favorable à explorer une médiation italienne. Churchill s'y oppose fermement. Si le BEF avait été détruit, la pression en faveur de négociations aurait augmenté. Mais aurait-elle été décisive ? Rien ne l'indique. L'opinion publique britannique, après la chute de la France, se raidit plutôt qu'elle ne s'effondre. Et surtout, Hitler n'offre pas de conditions claires et rassurantes. Son projet continental inquiète. Son alliance avec l'Italie fasciste, son pacte avec l'Union soviétique, sa brutalité en Pologne, tout cela rend un compromis instable. Ainsi, même si Dunkerque avait tourné plus mal pour les Alliés, l'Allemagne aurait encore dû franchir l'étape suivante, forcer la Grande-Bretagne à capituler ou l'envahir. Or, envahir une île protégée par la plus grande flotte du monde est une entreprise d'une autre nature. Dunkerque n'est donc pas la victoire manquée que l'on imagine souvent. C'est un épisode spectaculaire, dramatique, symbolique,
Mais ce n'est pas le point où la guerre bascule définitivement. La question fondamentale reste entière. L'Allemagne possédait-elle les moyens de contraindre la Grande-Bretagne à sortir du conflit? C'est là que commence la véritable épreuve stratégique. Le 16 juillet 1940, Hitler signe la directive numéro 16. Elle porte un nom qui sonne comme une promesse de domination. Unternehmen Seelöwe, Opération Lion de mer. L'objectif est clair, Propisaraan. Préparer une invasion de la Grande-Bretagne. Sur le papier, le plan prévoit le débarquement d'environ 160 000 soldats lors de la première vague. 9 divisions doivent traverser la Manche et établir une tête de pont sur la côte sud anglaise entre Douvres et Brighton. Une fois le pied posé, les forces suivront, Londres sera menacée et la Grande-Bretagne forcée de négocier. Dans les cartes d'état-major, tout semble possible. Dans la réalité, presque rien ne l'est. Contrairement à 1914, l'Allemagne ne possède pas une flotte capable d'affronter la Royal Navy. La Kriegsmarine a subi de lourdes pertes lors de la campagne de Norvège. Plusieurs destroyers ont été coulés, des croiseurs sont endommagés, les cuirassés disponibles sont rares et insuffisants pour contrôler durablement la Manche. En face, la Royal Navy dispose encore de dizaines de destroyers, de croiseurs lourds, de cuirassés stationnés en eau britannique. Elle peut concentrer sa Home Fleet en moins de 24 heures depuis Scapa Flow. Une invasion amphibie n'est pas qu'une question de bravoure. C'est une équation mathématique. Il faut des navires de transport protégés. Il faut assurer un flux constant de ravitaillement. Il faut empêcher l'ennemi de couper les lignes maritimes. Or, l'Allemagne ne dispose d'aucune expérience sérieuse en opérations amphibies de grande ampleur. Les barges rassemblées pour Seelöwe sont pour la plupart des péniches fluviales récupérées à travers l'Europe occidentale. On y soude des rampes improvisées. Elles ne sont pas conçues pour affronter la houle de la Manche. Elles manquent de elles manquent de manœuvrabilité. Beaucoup ne peuvent même pas accoster sur une plage sans infrastructure portuaire. Le moindre coup de vent devient un facteur stratégique. L'amiral Erich Raeder, commandant de la Kriegsmarine, est lucide. Il informe Hitler que l'invasion n'est envisageable que sous une condition absolue. La Luftwaffe doit obtenir une supériorité aérienne totale et durable au-dessus de la Manche et du sud de l'Angleterre. Pas une supériorité locale. Pas un avantage temporaire. Une domination complète. Sans cela, la Royal Navy interviendra. De nuit, sous couvert de l'obscurité, les destroyers britanniques pourront attaquer les convois allemands. Les barges, lentes et vulnérables, seraient des cibles idéales. Ainsi, Seelöwe ne dépend pas d'abord de l'armée de terre, elle dépend de l'aviation. La bataille d'Angleterre devient alors la condition préalable à toute invasion. À Berlin, certains généraux comprennent déjà la fragilité du projet. La Wehrmacht est une armée terrestre d'exception, mais elle n'est pas structurée pour une guerre maritime. Elle a là été conçue pour des campagnes rapides sur le continent, pas pour des opérations amphibies en rtetmé contre une puissance navale dominante. Et il existe un autre facteur souvent ignoré, la logistique post-débarquement. Imaginons que les premières vagues allemandes atteignent les plages anglaises. Imaginons qu'elles repoussent les défenses côtières et établissent une tête de pont. Elles devront ensuite être ravitaillées quotidiennement. Chaque tonne de carburant, chaque caisse de munitions, chaque ration alimentaire devra traverser une mer contestée, sous menace constante de la Royal Navy, sous pression aérienne, avec des moyens improvisés. Une invasion réussie ne se joue pas le premier jour. Elle se joue au 10e. Même en supposant un effondrement partiel de la RAF, la Royal Navy ne disparaît pas. Elle peut accepter des pertes pour détruire une flotte d'invasion. Elle peut sacrifier des destroyers si cela signifie empêcher l'établissement d'une armée ennemie sur son sol. C'est un pari que Londres aurait été prête à faire. L'idée que la Grande-Bretagne était à un souffle de l'invasion repose souvent sur l'image d'un Hitler hésitant d'un moment manqué. Mais les contraintes structurelles étaient déjà là. Faiblesse navale allemande, dépendance totale à l'aviation, absence d'expérience amphibie, logistique fragile. L'invasion n'était pas seulement risquée. Elle était, dans les conditions de 1940, presque irréalisable. Pourtant, à l'été 1940, l'Europe observe avec angoisse. La France est tombée, l'Italie est entrée en guerre. Les États-Unis restent officiellement neutres. L'Union soviétique est liée à l'Allemagne par le pacte germano-soviétique.
La Grande-Bretagne est seule, et la Luftwaffe se prépare à frapper. Si l'aviation allemande parvient à détruire la RAF, à écraser les aérodromes, à neutraliser les radars, alors peut-être que l'équation changera. L'avenir de la guerre se joue désormais dans le ciel. L'été 1940. La Manche scintille sous le soleil, mais le véritable champ de bataille se trouve plus haut, dans le ciel. Si l'Allemagne veut envahir la Grande-Bretagne, elle doit d'abord détruire la Royal Air Force. Sans supériorité aérienne totale, aucune péniche, aucune division, aucun débarquement ne survivra. La Luftwaffe entame sa campagne en juillet. Ses objectifs sont précis: neutraliser les aérodromes britanniques, détruire les chasseurs au sol, briser la chaîne de commandement aérienne, puis frapper les infrastructures et les ports. Sur le papier, l'Allemagne dispose d'une force redoutable, environ 2600 appareils engagés dans la campagne. Des chasseurs Messerschmitt Bf-109 rapides et maniables. Des bombardiers Heinkel et Dornier capables de frapper profondément le territoire britannique. En face, la RAF semble fragile. Moins de 700 chasseurs opérationnels au début de la bataille. Des pilotes parfois à peine sortis de formation. Une île sous pression constante. Mais cette apparente faiblesse masque un avantage stratégique décisif. Le radar. Le réseau britannique de stations radar, le système Chain Home, permet de détecter les formations ennemies bien avant qu'elles n'atteignent les côtes. Les contrôleurs au sol dirigent les escadrilles vers les points d'interception optimaux. Les chasseurs ne patrouillent pas au hasard. Ils économisent leur carburant, leur énergie, leur temps. La Luftwaffe, elle, opère à la limite de son rayon d'action. Les Bf-109 disposent d'un temps limité au-dessus de l'Angleterre avant de devoir faire demi-tour. Les bombardiers sont vulnérables sans escorte rapprochée. Ce déséquilibre logistique devient central. Entre juillet et octobre 1940, la bataille s'intensifie. Les aérodromes du sud-est sont bombardés. Les pertes s'accumulent des deux côtés. Les pilotes britanniques tombent, mais ils sont remplacés. L'industrie aéronautique britannique tourne à plein régime. Les chaînes de production livrent davantage d'appareils que l'Allemagne ne l'anticipe. Les usines allemandes produisent également, mais l'écart n'est pas en faveur de Berlin. En août, la Luftwaffe semble proche d'un succès opérationnel. Plusieurs aérodromes sont gravement endommagés. Les escadrilles britanniques sont sous pression. Les pertes sont lourdes. Puis intervient un changement stratégique. Après un bombardement britannique sur Berlin, Hitler ordonne de frapper massivement Londres. Le Blitz commence. Les cibles changent. Au lieu de concentrer l'effort sur les infrastructures aériennes, la Luftwaffe vise la capitale et les villes industrielles. Ce choix soulage temporairement la RAF. Les aérodromes sont réparés. Les pilotes respirent. Les escadrilles se réorganisent. La chaîne de commandement britannique reste intacte. L'erreur est-elle décisive? Elle accélère sans doute l'échec allemand. Mais même sans ce changement de cible, la question demeure. La Luftwaffe aurait-elle pu obtenir une supériorité totale et durable? Les chiffres suggèrent que non. Entre juillet et octobre, la Luftwaffe perd près de 1900 appareils. Les pertes en pilotes expérimentés sont difficiles à remplacer. La RAF perd également des centaines d'avions, mais elle combat au-dessus de son territoire. Les pilotes abattus peuvent souvent reprendre le combat. Les appareils endommagés sont récupérés. La bataille n'est pas une simple confrontation technique, elle est structurelle. La Grande-Bretagne combat depuis une position défensive protégée par la mer, appuyée par le radar, soutenue par une industrie intacte. Imaginons cependant un scénario alternatif. Imaginons que la RAF s'effondre en août 1940, que ses escadrilles soient décimées, que les aérodromes soient inutilisables. La Manche devient-elle soudain traversable? Pas nécessairement. Même en l'absence de couverture aérienne britannique, la Royal Navy reste un obstacle colossal. Les destroyers peuvent opérer de nuit. Les cuirassés peuvent intervenir. Les convois d'invasion allemands seraient exposés. Et si les premières vagues atteignent la côte, elles devront affronter une armée britannique mobilisée, des milices locales, des défenses improvisées mais déterminées. Elles devront être ravitaillées chaque jour à travers une mer contestée. L'histoire des invasions amphibies montre qu'elles exigent une supériorité navale écrasante et une logistique maîtrisée. En 1940, l'Allemagne ne possède ni l'une ni l'autre. Le 17 septembre 1940, Hitler reporte officiellement l'opération Seelöwe. Elle ne sera jamais exécutée. Ce moment est crucial.
car il marque la fin d'une illusion. L'Allemagne peut conquérir le continent, mais elle ne peut pas briser la Grande-Bretagne par invasion directe. La guerre change alors de nature. Si l'Angleterre ne peut être envahie, elle devra être isolée, affamée par les sous-marins, épuisée par les bombardements, forcée à négocier dans la durée. Mais Hitler n'est pas un stratège de patience. À l'automne 1940, une autre idée s'impose à lui. Une idée encore plus audacieuse que l'invasion du Nil. S'attaquer au plus vaste territoire du monde. Automne 1940. La Grande-Bretagne tient bon. La bataille d'Angleterre s'essouffle sans victoire allemande décisive. L'invasion est reportée, le Blitz continue mais il ne brise pas la volonté britannique. Pour Hitler, une conclusion s'impose, la guerre à l'ouest ne peut être gagnée rapidement. Or, toute la stratégie allemande repose sur la rapidité. Le Reich n'est pas préparé pour une guerre longue contre des puissances maritimes et industrielles supérieures. Il manque de pétrole, il manque de matières premières. Son économie n'est pas encore totalement mobilisée. Chaque mois qui passe renforce ses adversaires. La solution, aux yeux d'Hitler, n'est pas de consolider ses gains, c'est d'ouvrir un nouveau front. Depuis les années 1920, son obsession est claire, l'espace vital à l'Est. L'Union soviétique n'est pas seulement un rival stratégique, elle est, dans sa vision idéologique, une cible inévitable. Mais au-delà de l'idéologie, il existe un calcul stratégique. Si l'Allemagne détruit l'Union soviétique en une campagne éclair, elle élimine la seule puissance continentale capable de rivaliser en effectif. Elle s'empare des ressources ukrainiennes, des mines, des terres agricoles, du pétrole du Caucase. Elle libère des forces pour consolider l'Europe. Et surtout, elle supprime l'espoir britannique d'un allié continental. Sans l'URSS, la Grande-Bretagne serait isolée. Le 18 décembre 1940, Hitler signe la directive numéro 21, Opération Barbarossa. L'objectif est monumental, détruire l'Union soviétique en une seule campagne d'été. Le plan repose sur une hypothèse centrale. L'armée rouge s'effondrera comme l'armée française. Des encerclements massifs, des percées blindées profondes, la capture des centres politiques et industriels majeurs avant l'hiver. 3 groupes d'armées sont constitués, au nord, vers Leningrad, au centre, vers Moscou, au sud, vers l'Ukraine. Plus de 3 millions de soldats allemands et alliés sont mobilisés. Des milliers de chars, des centaines de milliers de véhicules. C'est la plus grande invasion terrestre de l'histoire. Mais derrière l'audace se cache une fragilité. La logistique allemande est calibrée pour une campagne de 8 à 12 semaines. Pas plus. Les stocks de carburant sont limités. Les lignes ferroviaires soviétiques utilisent un écartement différent de celui de l'Europe occidentale, ce qui complique l'approvisionnement. Les routes russes sont peu développées. Le plan suppose une victoire rapide. Sans cela, les contraintes matérielles deviendront insurmontables. Certains officiers allemands émettent des doutes. L'Union soviétique est immense. Sa population dépasse 190 millions d'habitants. Son armée est massive, même si elle a été affaiblie par les purges staliniennes. Mais l'expérience de 1940 a créé une illusion dangereuse. L'impression que la Wehrmacht peut tout renverser par la vitesse et la surprise. En réalité, l'Allemagne n'a jamais affronté un adversaire possédant à la fois profondeur stratégique, réserve humaine et capacité industrielle comparables. Le 22 juin 1941, à l'aube, les canons tonnent sur toute la frontière orientale. L'opération Barbarossa commence. Les premières semaines semblent confirmer les espoirs allemands. L'aviation soviétique est prise au sol. Des milliers d'appareils sont détruits. Les divisions mécanisées soviétiques lancent des contre-attaques mal coordonnées. Elles sont décimées. Les encerclements s'enchaînent. Bialystok, Minsk, Smolensk. Des centaines de milliers de prisonniers. En juillet, les rapports allemands parlent d'une armée rouge au bord de l'effondrement. C'est ici que la guerre redevient dangereusement ambiguë. Car pour la première fois, l'Allemagne ne cherche pas seulement à vaincre une armée. Elle cherche à détruire un État continental immense en quelques mois. Si Moscou tombe avant l'hiver, si les centres de communication sont paralysés, si le régime stalinien vacille, alors peut-être que la guerre à l'Est s'achèvera rapidement. Mais si elle ne s'achève pas, alors l'Allemagne se retrouvera engagée dans une guerre d'attrition contre une puissance démographiquement supérieure sur un territoire aux distances écrasantes. À l'été 1941, tout semble encore possible. La Wehrmacht avance à une vitesse spectaculaire. Les cartes se colorent en gris.
Les colonnes blindées s'enfoncent profondément dans le territoire soviétique. La victoire paraît proche, mais une décision va bientôt transformer cette avancée fulgurante en pari risqué. Juillet 1941. Moins d'un mois après le lancement de Barbarossa, les cartes d'état-major allemandes ressemblent à celles de mai 1940 en France. Des flèches longues, profondes, rapides. Les encerclements s'accumulent. Les prisonniers défilent, par centaines de milliers. Le premier jour, la Luftwaffe détruit des centaines d'appareils soviétiques au sol. Les aérodromes sont mal protégés. Les avions alignés, vulnérables. Les rapports allemands parlent de plus de 1000 appareils neutralisés en 24 heures. L'armée rouge semble aveuglée. Au sol, les panzers percent les lignes frontalières. Les unités soviétiques tentent des contre-attaques massives avec des corps mécanisés hérités des doctrines des années 1930. Mais la coordination est chaotique, les communications sont faibles, les officiers manquent d'initiative. Les canons antichars allemands, appuyés par l'aviation tactique, détruisent des centaines de chars soviétiques, dont certains pourtant supérieurs en blindage. La surprise stratégique est totale. En 18 jours, la Wehrmacht capture plus de 300 000 soldats près de Minsk. À Smolensk, d'autres encerclements s'achèvent. Les colonnes de prisonniers s'étendent à perte de vue, gardées par des unités d'arrière-garde. À Berlin, l'optimisme est presque euphorique. Les rapports évoquent un ennemi déjà brisé. Les chiffres de pertes soviétiques sont vertigineux. On estime que plusieurs milliers de chars ont été détruits. Des armées entières semblent dissoutes. Le mythe d'une Union soviétique géante mais fragile paraît confirmé. Mais sous cette surface spectaculaire, des éléments plus complexes apparaissent. Premièrement, les distances. Chaque kilomètre gagné allonge les lignes d'approvisionnement. Les camions allemands roulent sur des routes poussiéreuses, mal entretenues. Les ponts sont détruits par les troupes soviétiques en retraite. Les voies ferrées doivent être converties à l'écartement européen avant d'être utilisables. La Wehrmacht avance vite, mais son système logistique peine à suivre. Deuxièmement, les réserves soviétiques. Malgré les pertes colossales, de nouvelles divisions apparaissent. L'Union soviétique dispose d'une profondeur stratégique immense. Les villes tombent, mais l'État ne s'effondre pas. Les usines commencent à être démontées et déplacées vers l'Est, au-delà de l'Oural. Staline, après un moment de paralysie initiale, reprend le contrôle. Les ordres deviennent plus fermes. Les unités reçoivent l'instruction de tenir coûte que coûte. Troisièmement, la nature même du conflit. Contrairement à la France, l'Union soviétique ne cherche pas à préserver son armée pour négocier. Elle accepte des pertes gigantesques. Elle recule, brûle ses stocks, détruit ses infrastructures et absorbe le choc. Malgré cela, à l'été 1941, la victoire allemande semble plausible. La route vers Moscou s'ouvre. Le groupe d'armées centre progresse rapidement vers Smolensk, puis au-delà. Les cartes montrent la capitale soviétique à portée d'une poussée supplémentaire. C'est ici que la fenêtre stratégique apparaît. Si Moscou tombe avant l'hiver, l'impact pourrait être immense. La ville est le cœur des communications ferroviaires soviétiques. Elle est un centre politique et symbolique majeur. Sa capture pourrait désorganiser le commandement et les transports. Plusieurs généraux allemands estiment que c'est le moment décisif. Mais Hitler voit une autre priorité. Au sud, l'Ukraine représente un trésor stratégique, céréales, industrie, charbon. Des forces soviétiques importantes tiennent encore le secteur de Kiev. Les laisser intacts menacent le flanc du groupe d'armées centre. Le débat s'intensifie. Faut-il foncer vers Moscou immédiatement ou sécuriser le sud et capturer des centaines de milliers de soldats supplémentaires? La décision à venir ne semble pas, à première vue, catastrophique. Elle semble même logique. Mais elle va coûter ce que l'Allemagne ne peut pas se permettre de perdre, du temps. Août 1941. La Wehrmacht a déjà pénétré profondément en territoire soviétique. Smolensk est tombé après des combats acharnés. Les unités blindées du groupe d'armées centre se trouvent à quelques centaines de kilomètres de Moscou. La capitale soviétique n'est plus une abstraction sur une carte. Elle devient un objectif atteignable. Dans les états-majors allemands, une conviction domine chez plusieurs commandants. Il faut frapper maintenant. Avant l'automne, avant les pluies, avant que l'armée rouge ne se réorganise. Heinz Guderian, commandant de Panzergruppe 2, plaide pour une avance immédiate vers Moscou. Il considère la capitale comme le centre nerveux du système soviétique.
Couper ce nœud ferroviaire et politique pourrait paralyser l'ensemble du front. Mais Hitler ne partage pas cette priorité. À ses yeux, Moscou est un symbole. L'Ukraine, en revanche, est une ressource. Au sud, des forces soviétiques massives tiennent encore la région de Kiev. Elles menacent potentiellement le flanc du groupe d'armées centre. Si les panzers avancent vers Moscou sans neutraliser ces armées, elles risquent d'être exposées à une contre-attaque. La logique militaire n'est pas absurde. La décision tombe le 19 août 1941. Les forces blindées du centre doivent pivoter vers le sud pour participer à l'encerclement de Kiev. La réaction de certains généraux est vive. Guderian se rend au quartier général d'Hitler pour défendre la priorité moscovite. Il insiste sur la brièveté de la saison opérationnelle. Il rappelle que l'automne russe transformera les routes en bourbiers. Hitler refuse. L'encerclement de Kiev devient une opération colossale. Les forces allemandes convergent, les unités soviétiques se retrouvent piégées dans l'une des plus vastes manœuvres d'encerclement de l'histoire. Fin septembre, la poche se referme. Les chiffres sont stupéfiants, des centaines de milliers de prisonniers soviétiques. Les estimations allemandes parlent de plus de 600 000 capturés. Les archives soviétiques évoquent environ 450 000 hommes encerclés, avec des pertes totales encore plus élevées. Militairement, c'est un triomphe. Mais stratégiquement, l'opération a pris 6 semaines. 6 semaines pendant lesquelles les unités blindées ne se dirigeaient pas vers Moscou. 6 semaines pendant lesquelles le calendrier avançait inexorablement vers octobre. Lorsque l'encerclement de Kiev est achevé, la situation a changé. Les premières pluies d'automne approchent. Les routes non pavées se transforment en boue épaisse. Les camions s'embourbent. Les convois ralentissent. Les réparations deviennent plus difficiles. L'opération Typhon, l'offensive finale vers Moscou, ne commence que le 2 octobre 1941. La fenêtre estivale s'est refermée. La question fondamentale émerge ici. Si Hitler avait ignoré Kiev et lancé l'assaut sur Moscou en août, la capitale aurait-elle pu tomber avant l'hiver ? Militairement, la possibilité existe. Les défenses soviétiques autour de Moscou en août ne sont pas encore consolidées, les forces allemandes sont encore mobiles, les routes sont praticables, la surprise stratégique demeure partiellement intacte. Mais même si Moscou était tombé en septembre, cela aurait-il signifié la fin de la guerre à l'Est ? C'est là que l'analyse doit dépasser le symbole. Moscou est un centre de communication crucial. Sa capture aurait perturbé les transports ferroviaires. Elle aurait été un choc psychologique immense. Cependant, le gouvernement soviétique a déjà commencé à déplacer des institutions vers l'Est. Les usines sont démontées et transférées au-delà de l'Oural. L'Union soviétique ne repose pas sur une seule ville. Napoléon avait capturé Moscou en 1812. Cela n'avait pas mis fin à la résistance russe. En 1941, la situation est différente, mais la profondeur stratégique reste. Ce que la décision de Kiev change réellement, ce n'est pas la possibilité théorique d'une victoire totale. Elle modifie le rythme. En retardant l'offensive vers Moscou, l'Allemagne perd l'avantage du temps. Elle s'expose à la saison des boues, puis à l'hiver. Et dans une guerre contre un territoire immense, le temps devient une arme. La Wehrmacht a remporté une victoire gigantesque à Kiev, mais elle a payé cette victoire avec ce qu'elle ne pouvait pas remplacer, la vitesse. Lorsque les blindés se tournent enfin vers Moscou, l'automne s'installe. La campagne éclair entre dans une nouvelle phase. 2 octobre 1941. L'opération Typhon commence enfin. Les forces allemandes se lancent dans l'offensive finale vers Moscou avec une ambition claire: encercler la capitale, détruire les forces soviétiques restantes et achever la campagne avant l'arrivée du froid extrême. Les premières semaines semblent confirmer que tout n'est pas encore perdu. Les panzers percent à nouveau. De vastes encerclements se forment à Vyazma et Briansk. Des centaines de milliers de soldats soviétiques sont capturés. Les rapports allemands évoquent une armée rouge au bord de l'épuisement. À Berlin, certains croient que la fin est proche, mais la nature du terrain change brutalement. La pluie d'octobre transforme les routes russes en océans de boue. C'est la Rasputitsa. Les camions s'enfoncent jusqu'aux essieux. Les chars avancent au ralenti. Les chevaux, encore essentiels au transport allemand, peinent à tirer les canons. Chaque kilomètre devient une épreuve. Les lignes logistiques, déjà tendues, se distendent encore.
Le carburant arrive en quantités insuffisantes. Les pièces détachées manquent. Les unités d'infanterie, épuisées, marchent dans la boue glaciale. Malgré cela, l'avance continue. En novembre, les avant-gardes allemandes atteignent les faubourgs de Moscou. Certaines unités peuvent apercevoir les clochers au loin. Les températures chutent. Le sol commence à geler, rendant momentanément les routes plus praticables. Il semble encore possible d'entrer dans la ville. Mais l'hiver russe arrive avec une brutalité que l'état-major allemand a sous-estimée. Les températures plongent en dessous de -20 degrés Celsius, puis -30 degrés Celsius, parfois -40 degrés Celsius. Les moteurs gèlent, les lubrifiants se figent, les armes se bloquent. Les soldats ne disposent pas d'équipements hivernaux adaptés. Les uniformes sont conçus pour une campagne d'été. L'armée rouge, elle, reçoit des renforts frais venus de Sibérie. Staline, informé que le Japon ne prévoit pas d'attaque immédiate en Extrême-Orient, transfère des divisions entraînées au combat hivernal vers le front de Moscou. Le 5 décembre 1941, les forces soviétiques lancent une contre-offensive massive. Les lignes allemandes, étirées, épuisées, commencent à céder. Les unités reculent. Certaines sont encerclées. Le mythe de l'invincibilité allemande est brisé pour la première fois. La Wehrmacht recule de 100 à 200 km autour de Moscou. C'est la première grande défaite stratégique allemande de la guerre. La question demeure pourtant, si Moscou avait été prise en septembre 1941, avant la boue et le gel, le cours de la guerre aurait-il changé? La réponse exige prudence. Capturer Moscou aurait eu un impact majeur sur le réseau ferroviaire soviétique. La coordination des fronts aurait été perturbée. La contre-offensive hivernale aurait été plus difficile à organiser. Mais l'Union soviétique n'aurait pas cessé d'exister. Les usines déplacées au-delà de l'Oural auraient continué à produire. Les réserves humaines immenses auraient continué à être mobilisées. Le gouvernement aurait pu se replier plus à l'est. L'histoire de 1812 plane en arrière-plan. La capture de Moscou n'avait pas forcé la Russie à capituler face à Napoléon. En 1941, l'enjeu est différent, mais la logique stratégique reste comparable. La profondeur territoriale soviétique est un atout décisif. La décision de Kiev n'a pas perdu la guerre pour l'Allemagne, mais elle a fermé la seule fenêtre où Moscou pouvait être capturé dans des conditions favorables. Après décembre 1941, la guerre à l'Est change de nature. Elle cesse d'être une campagne éclair, elle devient une guerre d'attrition. Et dans une guerre d'attrition, les chiffres importent plus que les manœuvres spectaculaires. Population, production industrielle, pétrole. Sur ces trois critères, l'Allemagne est en position d'infériorité structurelle. Mais Hitler n'abandonne pas. En 1942, il tente un nouveau pari. Un pari motivé par une ressource essentielle, le pétrole. La prochaine offensive ne visera pas Moscou. Elle visera le sud. 1er janvier 1942. La Wehrmacht n'est plus invincible. Moscou n'est pas tombé. L'offensive éclair s'est brisée contre la profondeur soviétique et l'hiver. Pourtant, l'Allemagne contrôle toujours un territoire immense. Des centaines de kilomètres de front, des millions de soldats engagés. Mais derrière la façade territoriale se cache une réalité brutale. La guerre éclair a échoué, et avec elle l'hypothèse d'une victoire rapide. À présent, la question devient économique. L'Allemagne peut-elle soutenir une guerre longue contre une Union soviétique qui mobilise sa population entière pendant que la Grande-Bretagne tient et que les États-Unis commencent à s'impliquer plus directement après Pearl Harbor? La réponse tient en un mot, pétrole. Les campagnes blindées consomment du carburant à un rythme colossal. Les panzers, les camions, les avions, tout dépend du flux constant d'essence. Or, la production allemande est insuffisante. Les champs pétrolifères roumains de Ploiești fournissent l'essentiel des besoins. Mais ils couvrent à peine les opérations défensives. Chaque offensive majeure épuise les réserves. Sans nouvelles sources d'énergie, l'armée allemande ne peut pas reprendre l'initiative à grande échelle. La solution semble évidente sur la carte. Au sud de l'Union soviétique se trouvent les champs pétrolifères du Caucase, Maïkop, Grozny, Bakou. Si ces régions tombent intactes aux mains allemandes, la crise énergétique du Reich pourrait être résolue. Mieux encore, l'armée rouge serait privée de son carburant. En théorie, c'est une stratégie rationnelle. Au printemps 1942, Hitler conçoit l'opération Blau. L'offensive d'été vers le sud.
Le plan est ambitieux mais ciblé. Briser les forces soviétiques sur le Don, progresser vers le Caucase, s'emparer des installations pétrolières, sécuriser les ressources vitales. Cependant, comme en 1941, un glissement stratégique va se produire. Au départ, Stalingrad n'est pas l'objectif principal. La ville, située sur la Volga, doit protéger le flanc nord de l'avancée vers le Caucase. Elle représente un nœud de transport important, certes, mais elle n'est pas indispensable si les forces allemandes contournent la zone. Pourtant, à mesure que la campagne avance, Stalingrad devient plus qu'un objectif secondaire. Elle porte le nom de Staline. Elle symbolise le régime soviétique. Sa capture aurait une valeur psychologique immense. Et peu à peu, l'objectif économique, le pétrole, est concurrencé par un objectif symbolique. L'offensive initiale progresse rapidement. Les forces soviétiques reculent. Les unités allemandes atteignent Maïkop en août 1942. Mais les installations pétrolières sont sabotées avant d'être capturées. Les puits sont incendiés. Les infrastructures détruites. Même en cas de conquête, la remise en production aurait exigé des mois de travaux, dans une zone éloignée et difficile d'accès. L'illusion stratégique commence à apparaître, car s'emparer d'un champ pétrolifère ne signifie pas l'exploiter immédiatement. Il faut des ingénieurs, des pipelines, des raffineries, des voies de transport sécurisées. Or, pendant que les forces avancent vers le Caucase, une autre bataille s'intensifie, plus au nord, Stalingrad. Au lieu de masquer la ville et de concentrer les efforts vers le sud, Hitler ordonne de la prendre coûte que coûte. La 6e armée du général Friedrich Paulus s'engage dans des combats urbains d'une brutalité inédite. Les rues deviennent des lignes de front. Les usines se transforment en forteresses. Chaque immeuble est disputé, les distances se comptent en mètres. La guerre éclair se dissout dans les ruines. En concentrant des forces considérables sur Stalingrad, l'Allemagne disperse son énergie stratégique, le groupe d'armées sud est divisé, les lignes s'étirent dangereusement. Ce qui devait être une offensive économique ciblée devient une bataille d'attrition symbolique. La question fondamentale émerge à nouveau. Si l'Allemagne avait ignoré Stalingrad et concentré toutes ses forces sur le Caucase, la situation aurait-elle changé ? Peut-être marginalement. Mais les infrastructures détruites, les distances immenses et la vulnérabilité logistique rendent improbable une exploitation rapide des ressources pétrolières. Et pendant ce temps, l'Armée rouge prépare sa réponse. En 1942, l'Allemagne ne joue plus pour une victoire rapide. Elle joue pour compenser un déséquilibre structurel, et elle va bientôt payer le prix de cette dispersion. Août 1942, la 6e armée allemande approche de Stalingrad. Ce qui devait être un objectif secondaire devient progressivement le centre de gravité de toute la campagne. La ville s'étend le long de la Volga sur près de 50 km. Usines, docks, quartiers ouvriers, silos à grains, ce n'est pas une forteresse naturelle, mais elle devient, jour après jour, un piège. Les bombardements de la Luftwaffe transforment de vastes zones en ruines. Ironiquement, ces destructions favorisent les défenseurs. Les décombres créent des positions improvisées. Chaque cave, chaque mur effondré devient un bastion. Les soldats allemands avancent rue par rue, les combats prennent une dimension nouvelle. Ce n'est plus la guerre de mouvement de 1940 ou 1941. Ce n'est plus la manœuvre rapide, l'encerclement profond, la surprise. C'est une guerre d'attrition pure. Les Allemands appellent cela le Rattenkrieg, la guerre des rats. Les combats se déroulent à quelques mètres. Les lignes sont imbriquées. Les tirs d'artillerie deviennent risqués, car les positions ennemies sont parfois à portée de grenades. La 6e armée, l'une des formations les plus expérimentées de la Wehrmacht, s'enfonce dans la ville. En septembre, elle contrôle la majorité de Stalingrad. Les cartes montrent jusqu'à 90% de la cité sous contrôle allemand. Mais ce dernier 10%, une bande étroite le long de la Volga, gisant sans résiste. Chaque nuit, des barges soviétiques traversent la Volga sous le feu pour apporter des renforts. Des divisions entières sont envoyées pour tenir quelques centaines de mètres. La bataille devient symbolique. Pour Hitler, Stalingrad n'est plus seulement un objectif militaire. Elle est un défi personnel. Abandonner la ville signifierait reconnaître un échec. Pendant ce temps, la situation stratégique globale se dégrade. Le groupe d'armée A, engagé plus au sud vers le Caucase, avance profondément mais avec des lignes de ravitaillement dangereusement étirées. Les distances sont immenses. Le carburant manque.
Les installations pétrolières capturées sont inutilisables à court terme. L'armée allemande est désormais divisée en deux axes éloignés, reliés par des flancs fragiles. Et ces flancs ne sont pas tenus par des divisions blindées d'élite. Ils sont confiés à des forces alliées, roumains, italiens, hongrois. Courageux mais mal équipés, faiblement dotés en artillerie anti-char moderne, déployés sur des secteurs étendus. L'armée rouge observe. Alors que la 6e armée s'épuise dans les ruines de Stalingrad, les soviétiques concentrent des réserves massives au nord et au sud de la ville, des forces blindées, de l'artillerie, des unités fraîches. Le 19 novembre 1942, l'opération Uranus commence. Les forces soviétiques frappent les flancs roumains au nord de Stalingrad. Les lignes cèdent rapidement. Les défenses sont percées. Les divisions soviétiques avancent en profondeur. 2 jours plus tard, une attaque similaire frappe au sud. En 4 jours, les deux pinces soviétiques se rejoignent près de Kalach. La 6e armée est encerclée. Environ 250 000 à 300 000 soldats allemands et alliés se retrouvent pris au piège. À Berlin, la nouvelle est un choc. La décision à prendre est immédiate. Tenter une percée vers l'ouest avant que l'encerclement ne se solidifie ou tenir la position en attendant un secours. Plusieurs commandants sur le terrain plaident pour une percée rapide. Les forces soviétiques ne sont pas encore totalement consolidées. Une manœuvre énergique pourrait permettre à une partie substantielle de la 6e armée de s'échapper. Hitler refuse. Il ordonne de tenir Stalingrad. Hermann Göring promet que la Luftwaffe peut ravitailler la poche par voie aérienne. Les calculs optimistes parlent de centaines de tonnes par jour. La réalité sera tout autre. Le pont aérien ne fournit qu'une fraction des besoins. Les avions sont abattus, les conditions météorologiques empirent, le carburant manque. Les soldats allemands encerclés commencent à souffrir du froid, de la faim, du manque de munitions. Ce moment constitue la 3e grande décision stratégique de la guerre pour l'Allemagne. Si Hitler avait autorisé la percée fin novembre, une partie importante de la 6e armée aurait probablement pu s'échapper, au prix de lourdes pertes et de l'abandon du matériel lourd. Mais elle aurait survécu. Au lieu de cela, l'encerclement se resserre, et Stalingrad devient le symbole d'un basculement irréversible. Décembre 1942. La poche de Stalingrad se referme comme un étau d'acier. À l'intérieur, près de 300 000 hommes, allemands, roumains, auxiliaires, attendent un miracle logistique qui ne viendra pas. Hermann Göring avait assuré qu'un pont aérien pouvait ravitailler la 6e armée. Les estimations initiales évoquaient un besoin d'au moins 600 à 700 tonnes de fournitures par jour, carburant, munitions, vivres, matériel médical. La Luftwaffe ne parviendra jamais à en livrer plus d'une fraction. Les avions de transport Junkers Ju-52 décollent des bases éloignées, survolent des zones saturées de chasseurs soviétiques, affrontent le mauvais temps. Beaucoup sont abattus. D'autres s'écrasent à l'atterrissage sur des pistes improvisées. En moyenne, moins de 100 tonnes par jour atteignent la poche. Ce n'est pas une opération de sauvetage. C'est une lente agonie. Les soldats rationnent la nourriture. Les chevaux sont abattus pour être consommés. Les blessés s'entassent dans des abris glacés. Les températures plongent bien en dessous de zéro. Les uniformes sont inadaptés. Les munitions diminuent. À l'extérieur, le haut commandement allemand tente une opération de secours. Wintergewitter, tempête d'hiver. En décembre, des forces blindées sous le commandement du maréchal Manstein avancent vers Stalingrad depuis le sud. Elles atteignent à un moment donné une distance d'environ 50 km de la poche. Mais sans coordination avec une percée simultanée de l'intérieur, l'effort s'essouffle. Les forces soviétiques renforcent les lignes, les réserves allemandes sont insuffisantes. Manstein recommande à nouveau une tentative de sortie de la 6e armée. Paulus, enfermé dans la ville, hésite. Il attend l'ordre explicite d'Hitler. L'ordre ne vient pas. Au contraire, Hitler promeut Paulus au rang de maréchal, un grade qui, dans la tradition allemande, n'avait jamais connu la reddition. Le message implicite est clair : tenir jusqu'au bout. En janvier 1943, l'armée rouge lance l'assaut final. Les lignes allemandes se fragmentent, les poches se divisent, les communications s'effondrent, les unités ne sont plus que des groupes isolés défendant des ruines gelées. Le 31 janvier 1943, Paulus se rend dans la partie sud de la ville. Le 2 février, la résistance cesse totalement.
Environ 91 000 survivants partent en captivité. Moins de 6 000 reviendront en Allemagne après la guerre. La destruction de la 6e armée n'est pas seulement une défaite tactique, c'est un séisme stratégique. Pour la première fois, une armée allemande entière est anéantie. La question contrefactuelle reste pourtant pertinente. Si Hitler avait autorisé une percée fin novembre 1942, une part significative de ses troupes aurait-elle pu être sauvée ? Très probablement oui. L'encerclement n'était pas encore consolidé, les forces soviétiques étaient en mouvement. Une offensive coordonnée vers le sud-ouest aurait permis à une fraction substantielle de la 6e armée de rejoindre les lignes allemandes, au prix de l'abandon du matériel lourd. Cela aurait changé la dynamique du front. Mais aurait-ce changé l'issue de la guerre ? En 1943, la situation globale est déjà transformée. L'industrie soviétique, déplacée à l'Est, produit à un rythme croissant. Les États-Unis sont pleinement engagés dans la guerre. Leur capacité industrielle dépasse largement celle de l'Allemagne. Les convois alliés renforcent la Grande-Bretagne et soutiennent l'URSS par le pré-bail. Même en sauvant la 6e armée, l'Allemagne aurait affronté une coalition démographiquement et industriellement supérieure. Stalingrad ne crée pas la défaite allemande, elle l'accélère. À partir de 1943, la Wehrmacht passe progressivement sur la défensive. Elle peut encore infliger des pertes sévères, comme à Kharkov ou lors de l'offensive de Koursk. Mais l'initiative stratégique lui échappe. Les 3 grands moments où l'Allemagne aurait pu modifier le rythme de la guerre, Dunkerque, Moscou, Stalingrad, ont tous montré la même limite. Des succès opérationnels impressionnants. Mais une incapacité à surmonter les contraintes structurelles. Il reste une dernière question. À quel point, au-delà des mythes et des mémoires d'après-guerre, Hitler a-t-il réellement été proche de gagner la Seconde Guerre mondiale ? La tentation est forte, après coup, d'imaginer que la Seconde Guerre mondiale s'est jouée à quelques décisions près. Un ordre d'arrêt à Dunkerque, un détour vers Kiev, un refus de percer à Stalingrad. Après 1945, de nombreux généraux allemands publieront des mémoires. Le récit devient presque standard. La Wehrmacht était brillante, professionnelle, presque invincible. Mais Hitler, par ses interférences, aurait saboté des opportunités décisives. C'est une narration séduisante. Elle offre une explication simple. Elle déplace la responsabilité, elle transforme une défaite structurelle en suite d'erreurs individuelles. Mais lorsqu'on examine froidement les données démographiques, industrielles et géographiques, une autre réalité apparaît. En 1940, l'Allemagne domine l'Europe continentale. Pourtant, elle ne possède ni la flotte nécessaire pour envahir la Grande-Bretagne, ni les ressources maritimes pour la contraindre rapidement. La Royal Navy et l'Empire britannique rendent une capitulation improbable sans invasion, et l'invasion est logiquement irréalisable. En 1941, la campagne contre l'Union soviétique ouvre une fenêtre plus étroite. Capturer Moscou en septembre aurait pu désorganiser le système soviétique. Retarder la contre-offensive hivernale crée un moment d'incertitude stratégique. Mais même dans ce scénario, l'Union soviétique ne disparaît pas. Elle possède environ 190 à 200 millions d'habitants. L'Allemagne, avec ses territoires annexés, en mobilise environ 80 millions. Dans une guerre d'attrition, la masse compte, l'industrie compte. En 1943, les États-Unis produisent plus d'acier que l'Allemagne, l'Italie et le Japon réunis. Les usines américaines fabriquent des milliers de chars et d'avions chaque mois. L'URSS, malgré les destructions initiales, dépasse la production allemande en blindés. Le pétrole compte. L'Allemagne dépend de sources limitées. Roumanie, carburant synthétique. Les Alliés contrôlent l'accès global aux ressources. Les États-Unis disposent de réserves presque inépuisables. La géographie compte. L'Allemagne combat sur plusieurs fronts, Afrique du Nord, Atlantique, Méditerranée, front de l'Est de plus de 2000 km. Les Alliés peuvent choisir où frapper. L'Allemagne doit défendre partout. Ces facteurs ne sont pas anecdotiques, ils sont structurants. Dunkerque aurait pu coûter davantage de soldats britanniques, mais pas la maîtrise navale. Moscou aurait pu tomber, mais pas la capacité industrielle soviétique déplacée à l'Est. Stalingrad aurait pu être évacué, mais pas inverser l'équilibre global des ressources. La guerre moderne est une guerre totale. Elle ne se gagne pas uniquement par des manœuvres brillantes, mais par la capacité à soutenir l'effort dans la durée. Hitler est passé plus près d'un succès opérationnel décisif que ne le pensent certains, surtout en 1941.
Mais un succès opérationnel n'est pas une victoire stratégique. La vraie possibilité allemande ne résidait pas dans la conquête totale du monde. Elle résidait dans l'espoir d'imposer une paix négociée avant que les États-Unis n'entrent pleinement en guerre et que l'URSS ne mobilise toute sa capacité. Cette fenêtre était étroite, fragile, dépendante d'une série d'événements favorables qui ne se sont pas produits. Une RAF effondrée, une Moscou capturée tôt, une coordination stratégique parfaite. Même alors, l'Allemagne aurait affronté une coalition disposant d'un potentiel humain et industriel supérieur. La conclusion est inconfortable mais claire. Hitler n'a jamais été proche de gagner la Seconde Guerre mondiale au sens structurel du terme. Il a été proche de modifier son rythme, proche d'en prolonger certaines phases, proche d'infliger des coups encore plus élevés. Mais gagner, cela aurait exigé non seulement des décisions différentes, mais une configuration mondiale différente, démographique, industrielle, maritime. Les grandes guerres ne se décident pas seulement sur les plages de Dunkerque, dans les faubourgs de Moscou ou dans les ruines de Stalingrad. Elles se décident dans les aciéries, dans les puits de pétrole, dans les chantiers navals, dans les réserves humaines. La Wehrmacht a démontré une efficacité opérationnelle impressionnante, mais l'Allemagne nazie a combattu une guerre qu'elle ne pouvait pas soutenir à long terme. C'est là que se trouve la véritable réponse à la question initiale. Non pas dans un moment manqué, mais dans un déséquilibre fondamental que même les meilleures manœuvres ne pouvaient ni corriger.